Vous écoutez Sounds Like Portraits, un podcast tout entier consacré à la créativité. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. Tout le monde recherche les likes, les retweets, les avis positifs sur les réseaux sociaux, et évidemment moi aussi. Psychologiquement, notre bonne réputation est devenue essentielle à notre bonne estime de soi. Et économiquement, c'est aussi de cette façon que se développent beaucoup d'entreprises. Elles recherchent les bonnes notations des investisseurs. Vous visualisez ? Uber, Amazon, Twitter, Tesla, peu ou pas de profit, mais beaucoup de crédits sur les marchés. Alors pour cet épisode, j'ai rencontré le philosophe Michel Feher qui tire les conséquences politiques de ce qu'il appelle la société de crédit. Et c'est là qu'il décrypte la rhétorique des populismes d'extrême droite. Ce ne sont plus des actifs financiers, mais des attributs identitaires qui sont ici en jeu. À condition, bien sûr, d'avoir la bonne couleur de peau. Bon, il est vraiment temps de l'écouter. Mais d'abord, il raconte ce qui, toute sa vie, l'a inspiré. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à raconter des histoires. Je me suis toujours fantasmé comme un conteur. En même temps, j'ai dû me rendre compte assez tôt que je n'étais pas très doué pour la fiction. Donc l'idée était plutôt de trouver des manières d'éclairer les choses comme elles n'avaient pas été éclairées jusque-là. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un philosophe ? Je sais pas, je me sens assez peu équipé. J'ai toujours eu l'impression d'être un peu un imposteur en philosophie. Même si je peux montrer mes diplômes et j'ai étudié la philosophie, mais j'ai toujours une petite impression d'imposture, ou en tout cas d'être en décalage, d'être un petit peu entre plusieurs chaises, entre la philosophie et la littérature d'abord, et puis entre la philosophie et les sciences sociales. Là, pour le moment, entre la philosophie et l'économie, qui est ce que j'ai étudié au départ. J'ai fait des études d'économie avant de faire de la philosophie. En même temps, j'ai été formé à la philosophie par Deleuze, et donc je vais simplement reprendre ce que lui en disait, c'est d'inventer des problèmes. C'est de problématiser ce qu'on voit, ou ce qu'on appréhende, d'essayer d'y trouver, d'y puiser une question, un problème. Et c'est un bon problème dès lors que le déploiement de ce problème, plus encore que la réponse ou la solution au problème, le déploiement de ce problème fait lever des régions nouvelles, d'une certaine façon. Il définissait la philosophie comme une allergie. Non, le lapsus était quand même fondé. Il définissait la philosophie comme une allergie au sens commun. C'est-à-dire que quand on entend des phrases de sens commun ou de bon sens, une irritation immédiate vient de là. Alors c'est pas suffisant, bien sûr. Et pourtant, le sens commun, pourquoi est-ce que c'est irritant ? Parce que c'est l'expérience commune, au fond, celle qu'on fait tous, plus ou moins. Oui, mais enfin ça c'était déjà l'idée de Flaubert de la bêtise, c'est-à-dire ce sont les clichés, ce sont les platitudes, qui sont, ce qui nous est donné d'emblée, ce à quoi nous pensons quand nous ne pensons pas, plus exactement ce qui nous vient avant que nous pensions. On peut prendre un exemple. Oui, mais j'étais très frappé dans ma jeunesse, je crois que je devais avoir 20 ans, quand je venais d'arriver en France. Je suis belge au départ, puis j'étais aux États-Unis, puis en France. Quand j'arrivais en France, il y avait cette émission à la télévision qui s'appelait, je crois, 7 sur 7 avec Anne Sinclair. L'idée, c'était d'interroger un grand nom, que ce soit de la politique, de la science, des arts, sur l'actualité pendant 1 heure. C'était très intéressant d'écouter ça parce que on voyait que quand les questions portaient sur des choses auxquelles ils avaient pensé, ou ils avaient exercé leur pensée, ils disaient des choses très singulières et très intéressantes. Et dès lors qu'on les interrogeait sur des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, mais ils étaient malgré tout sommés de répondre et de faire l'intéressant, ils disaient les platitudes du café du commerce que tout le monde dit. Vous parliez tout à l'heure de la philosophie et du philosophe comme apportant de la lumière. Est-ce que quand on projette de la lumière, est-ce qu'on ne projette pas aussi de l'ombre ? Est-ce qu'il n'y a pas une part d'impensé quand on essaie de penser ? Je pense, l'idée de projeter de la lumière me semble pas être un bon modèle. Parce que projeter de la lumière, ça voudrait dire qu'il y a un monde qui nous attend, qui n'est pas entièrement éclairé,
et que certains phares de la pensée pourraient l'éclairer. Je ne crois pas que c'est ça que fait la philosophie. La philosophie n'est pas là pour éclairer un monde toujours déjà là et qui attend d'être connu. Elle est là pour poser des nouvelles questions qui font lever des mondes qui n'existaient pas avant. C'est en ça que la philosophie se rapproche d'une certaine façon plus de l'art que de la science. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il s'agit véritablement de lever, de faire lever des mondes. Je vais continuer avec ma dette à l'égard de Deleuze. Donc j'étais étudiant à l'époque et donc je suivais ses cours, ces espèces de cours énormes, il y a 300-400 personnes, donc ils ne me connaissaient pas particulièrement. Et puis un cours m'avait particulièrement inspiré et donc j'avais écrit un petit texte, c'était mon tout premier petit texte que je crois que j'avais écrit, et que j'avais timidement déposé sur son bureau. Et évidemment, je n'avais même pas mis mon nom. Et puis la semaine suivante, il m'a demandé qui est-ce qui a écrit ce texte? Mais c'est un texte intéressant, etc. Donc là, j'étais tout rouge, tout content et tout. Donc je dis c'est moi. Elle dit mais tu devrais essayer d'en faire quelque chose, de le publier. Bon, c'était un texte sur la musique. Et je ne connais toujours pas grand-chose à la musique, mais à l'époque encore beaucoup moins. C'est juste que ça m'avait donné 2-3 idées comme ça. Et puis je dis oui, c'est gentil, mais je ne crois pas que j'en connais assez ou que je me sente assez sûr pour écrire là-dessus. Alors c'est là où il est sorti sa grande sagesse, mais qui m'est restée et qui, je crois, est vraiment importante pour les questions que vous posez, qui était de dire ah oui, c'est toujours cette voix un peu traînante. Ah oui, ça c'est le problème. Mais tu vois, c'est ça le problème. C'est que quand on écrit, ou bien on écrit sur ce qu'on sait, sur ce qu'on connaît. Mais il faut savoir que ce qu'on connaît soi, tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Donc du coup, on écrit que des choses sans intérêt et banales. Ou alors l'autre possibilité, c'est d'écrire sur ce qu'on ne connaît pas. Si on écrit sur ce qu'on ne connaît pas, alors évidemment, on se plante et on dit des bêtises. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Si on écrit sur ce qu'on connaît, on dit des banalités. Si on écrit sur ce qu'on ne connaît pas, on dit des bêtises. Qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on peut faire, là où on a une petite chance de penser, c'est quand on parvient à trouver une région entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Et essayer de creuser cette petite région-là. Mais évidemment, c'est une région extrêmement, étroite et escarpée, puisque on risque à tout instant de ou bien tomber dans la banalité quand on a trop peur de dire des bêtises, ou bien de dire des bêtises quand on s'y croit et qu'on pense qu'on a dépassé la banalité. Pour le philosophe, qu'est-ce qui donne justement le sens qu'on est en train de penser au milieu, qu'on est en train de penser entre ce qu'on ne sait pas et puis ce qu'on sait? Je pense que c'est plusieurs choses. D'abord l'effet sur soi-même. C'est une histoire qui se met en place, c'est un espèce de scénario qui se met en place. C'est-à-dire qu'on dit ou on écrit des choses et c'est comme si ce qu'on commence à penser ouvre des murs, ouvre des portes, plutôt que de tourner en rond. Donc c'est ça. Mais ça peut caler. Et puis surtout, on est tellement content qu'habituellement on s'arrête pour se regarder, faire une pause. Et puis après ça, il se peut qu'on ne retrouve pas le fil. On a très peur de ne pas retrouver le fil. Alors on a l'impression, vraie ou fausse, que le fil qu'on a retrouvé n'était pas aussi bon que le premier, etc. etc. Ou alors tout à coup, on se rend compte que c'était un mauvais chemin et que ça mène dans le mur et qu'il y a des trous dans le raisonnement et dans le développement. Mais enfin voilà, ça c'est le premier effet, c'est effectivement sur soi, c'est de voir émerger une espèce d'histoire qui se met comme ça. Puis après ça, une fois que l'histoire est faite, et en particulier quand elle est écrite, là c'est au fond la chance d'avoir les résonances que ça peut produire sur d'autres. Non pas tellement, même si c'est toujours agréable, qu'ils vous approuvent, qu'ils trouvent que ce qu'on a fait est bien, etc., mais que ça a une pensée forte et une pensée qui en inspire d'autres. À propos de votre réflexion personnelle, si on prend votre réflexion par un petit aspect pour venir ensuite au corps de ce que vous pensez, vous dites par exemple que partager aujourd'hui, ça a un sens très différent de ce que c'était avant les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est pour vous partager ? Si vous lisez les premières déclarations, et c'est encore sur sa page Facebook de Zuckerberg, ce qu'il dit, c'est qu'est-ce que c'est Facebook ? Facebook, c'est une manière pour moi de réaliser mon idéal, et mon idéal, ça a été toujours que les gens se connectent et partagent. Et donc, il y a cette idée d'émettre
et de capter qui est pensé en termes de partage. Et donc, il me semblait intéressant, bon, ça demande un petit détour, mais j'ai commencé, après avoir lu les fameux cours de Foucault, Naissance de la biopolitique, donc les cours qu'il a donnés en 1979, qui est l'année zéro du néolibéralisme, et qui étaient les cours sur le néolibéralisme. Néolibéralisme, ça veut dire? C'est un espèce de corps doctrinal développé par des économistes dès la fin des années 30, mais surtout à partir de la fin des années 40, à partir de la fondation d'une société qui s'appelle la Société du Mont Pèlerin, et qui rassemblait plusieurs écoles d'économistes. Il y avait les économistes dits de l'école de Vienne, autour de Friedrich Hayek. Il y avait les économistes de la deuxième génération de l'école de Chicago, autour de Milton Friedman. Et puis, il y avait les économistes allemands qu'on appelle les ordo-libéraux, qui étaient les économistes qui ont fondé véritablement l'ordolibéralisme allemand, c'est-à-dire la vision politico-économique de l'Allemagne d'après-guerre, celle d'Adenauer, de Erhard, etc. Et ce petit groupe s'est rassemblé à la fin des années 40. Ils étaient rassemblés essentiellement par une grande inquiétude, qui était l'idée qu'on allait inexorablement vers le socialisme. Non pas seulement parce qu'il y avait l'Empire soviétique et l'idée que l'Empire soviétique allait déferler et envahir le monde, non. C'était pas de ça qu'ils avaient peur, et de même, ils n'avaient pas véritablement peur d'une espèce de ferveur révolutionnaire des masses à l'Ouest et qui allait renverser la table et faire la révolution. Non, pour eux, c'était le tout venant de la politique keynésienne et social-démocrate qui, dans la mesure où elle prenait des libertés avec les mécanismes de marché, elle prenait des libertés avec les prix, allait inexorablement mener un compromis à la fois vers le socialisme. Et donc, en tant que libéraux, il fallait absolument conjurer ça, avec cette idée qu'il fallait donc sauver les sociétés libérales de leur pente vers le socialisme. Et pour ça, ils ont révisé un certain nombre d'éléments importants de la doctrine libérale classique, la première étant le rejet du laisser-faire. C'est-à-dire qu'on associe habituellement le libéralisme classique avec l'idée que les marchés sont non seulement optimaux mais naturels, et que si on laisse les marchés faire, le système fonctionnera tout seul. Or, eux, ils ont dit non, c'est pas vrai du tout. L'économie de marché est effectivement le régime optimal, le meilleur possible, mais c'est un régime extrêmement fragile. Ce qui veut dire que loin que l'État doive se retirer pour laisser faire le marché, il faut mettre l'État au service du marché. Alors que les sociodémocrates et les keynésiens essayent de protéger les gens de la dureté des rapports de marché, ce que nous devons faire, c'est protéger les mécanismes du marché de la démagogie des politiciens et des gens qui demandent toujours plus. Donc ça, c'était ce renversement néolibéral. Donc il s'agissait de constituer un espèce de cadre de politique publique dont l'objectif était de protéger le marché contre les corrosions qui venaient de la politique et qui venaient des passions démocratiques. Ça, c'était la première idée. Mais la deuxième idée, qui était tout aussi importante pour les néolibéraux, c'était que malgré tout, même si on fait ça, il y a quand même le problème que, en tout cas dans les pays du Nord, on est dans des démocraties représentatives, ce qui veut dire que les gouvernements sont élus. Donc c'est le pouvoir de la majorité. Or, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a quand même beaucoup plus de salariés que d'entrepreneurs dans la population, ce qui veut dire que si les salariés s'identifient comme tels et par conséquent prêtent allégeance aux partis qui prétendent être les partis représentatifs des classes salariées, les socialistes finiront par arriver au pouvoir pour une simple question de nombre. Donc comment est-ce qu'on peut éviter cette catastrophe-là? On peut éviter cette catastrophe-là en faisant un véritable travail de réforme d'ingénierie sociale qui fera en sorte que tout le monde, qu'il soit entrepreneur ou qu'il ne soit pas entrepreneur, mais surtout s'il n'est pas entrepreneur, néanmoins apprenne à penser et à se conduire comme un entrepreneur. Et donc, c'est des politiques d'accès à la propriété, c'est des politiques de privatisation des services de santé et de retraite, etc. Bref, il s'agit d'entraîner les gens à se penser comme propriétaires d'un certain capital qu'il s'agit de gérer, et par conséquent d'apprendre aux gens qui ne sont pas entrepreneurs de profession à penser et se conduire comme entrepreneurs. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que j'avais fait des études d'économie et que donc j'étais compétent pour me lancer en ceci. Mais moi, quand j'ai fait ça, c'était déjà les années 2000, et il me semblait qu'il y avait
des grandes différences entre ce que les néolibéraux voulaient faire, c'est-à-dire faire que l'État serve le marché, ça, ils l'ont réussi, et d'autre part, transformer les gens en entrepreneurs d'eux-mêmes, et ce que la mise en œuvre des politiques néolibérales avait produit. Il y avait un hiatus entre les deux. C'est-à-dire qu'au fond, les néolibéraux avaient voulu faire un monde gouverné par la poursuite par tout individu de la maximisation de son profit. Or, en réalité, ce qu'ils avaient réussi à faire, qui n'était pas totalement prévu, il y avait donc des espèces de conséquences inattendues, c'est qu'ils avaient fait un monde qui était plutôt régi et gouverné par la poursuite du crédit. Pensez à Amazon, par exemple. Amazon, pendant 20 ans presque, n'a fait que des pertes et continue à ne pas faire beaucoup de profit. Pourtant, c'est l'entreprise la plus riche du monde et son propriétaire est l'homme le plus riche du monde. Donc leur richesse n'est pas tant une affaire du profit qu'ils font que du crédit qu'ils reçoivent, c'est-à-dire de la valeur capitalistique des actions Amazon. Pensez à ce que font la plupart des grandes entreprises du SP500 ou du CAC 40, etc. C'est vrai que beaucoup d'entre elles continuent à distribuer leurs profits à leurs actionnaires. Mais de plus en plus, la distribution du profit cède la place à une autre pratique, qui est ce qu'on appelle le buyback. C'est-à-dire que quand les entreprises ont des ressources financières, à quoi elles utilisent leurs ressources financières? À racheter leurs propres actions sur le marché secondaire. Ce qui, d'un point de vue commercial, d'un point de vue de la poursuite du profit que l'on fait en vendant ses propres marchandises, est évidemment une stratégie absurde. Mais dès lors que l'objectif, c'est d'augmenter la valeur nominale de l'action, le fait qu'il y ait moins d'actions sur le marché fait automatiquement monter le prix. Donc cette pratique apparemment absurde sur une vision traditionnelle du capitalisme devient parfaitement compréhensible. En gros, c'est comme si le capitalisme s'était retourné. C'est-à-dire que quand on pense à une entreprise capitaliste, habituellement, à quoi on pense? On pense à une entité qui cherche à collecter des ressources financières pour engager des gens, pour acheter du matériel et des machines, pour produire des marchandises. Et avoir des clients. Voilà, et les vendre avec profit. Ça, c'est l'arc, la téléologie, pour parler comme un philosophe, de l'entreprise capitaliste telle qu'on l'imagine. Or, dans un régime financiarisé, le sens s'inverse. C'est-à-dire que les entreprises se demandent qu'est-ce qu'elles vont produire, ou si elles vont même produire quelque chose, qui elles vont engager, ou si elles peuvent se passer d'engager, c'est encore mieux, quel type d'actifs elles vont acheter, et le moins possible, c'est toujours le mieux, pour être aussi attractif que possible pour les investisseurs. On prend un exemple. L'exemple qui était l'exemple le plus parfait, c'était Enron, par exemple. Alors, ils ont poussé le bouchon un peu loin, mais Enron ne produisait rien, avait très peu d'actifs. Le PDG d'Enron aimait dire « I don't like assets », j'aime pas les actifs. Et l'idée était, en ne faisant rien, mais en ne faisant rien, d'une certaine manière, de faire constamment grimper la valeur de l'action Enron et d'attirer les investisseurs. Donc là, c'était une espèce de vision caricaturale qui a fini par se casser la gueule, évidemment, mais une vision caricaturale de cette espèce de renversement. Donc ça, c'est la société du crédit. Mais cette société du crédit ou ce capitalisme du crédit signifie quoi? Signifie que l'objectif, c'est non pas le profit, mais l'appréciation. L'appréciation est un terme polysémique, encore une fois, puisqu'il s'agit à la fois de faire monter le prix de l'action, donc le prix du titre, mais aussi de se faire apprécier, c'est-à-dire précisément d'être attractif pour les investisseurs. Et donc, être apprécié signifie que les gens vont vouloir acheter votre action. Ils vont vouloir acheter votre action, non pas forcément pour les résultats commerciaux que vous faites, parce que bien souvent, les titres qui s'apprécient sont des titres de compagnies qui font des pertes, mais parce que la communauté des investisseurs croit en votre projet. Donc c'est une affaire de croyance plus que de chiffres. Et de confiance, oui. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, dans le régime industriel, on produit des marchandises, ces marchandises sont négociées sur les marchés et au terme de la négociation s'établit un prix du marché. Les marchés financiers, certes, produisent des prix, mais ce n'est pas ce qu'ils produisent essentiellement. Ce qu'ils produisent essentiellement, c'est des notations. C'est-à-dire, c'est des avis, c'est des opinions sur la valeur potentielle, prospective d'un projet. Et l'idée est de constamment nourrir et relancer cette valorisation d'un projet. Il s'agit au fond
d'entretenir une promesse constamment. Et les conditions d'entretien d'une promesse ne sont pas les mêmes que les conditions de sa réalisation. C'est ce renversement qui se fait. Alors maintenant, revenons au partage. Il me semble que les marchés financiers sont au fond beaucoup plus proches des plateformes que des marchés traditionnels, dans la mesure où les marchés financiers produisent des notations. De la même manière, sur les plateformes, qu'est-ce qu'on a essentiellement? Des notations. Que ce soit les likes, que ce soit les followers, les retweets, mais aussi les critiques que l'on a en ligne, les reviews. C'est tout un jeu qui fait que la vie sociale devient cette espèce de poursuite effrénée du crédit social autant que du crédit économique, et avec en plus les passages de l'un à l'autre. Or, comment est-ce qu'on obtient ce crédit? Encore une fois, revenons à Facebook, en partageant. Partager, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part émettre mes photos de vacances que je mets sur ma page Facebook, je les partage avec ceux qui vont les regarder. Mais en même temps, partager, c'est aussi avoir en commun avec, c'est-à-dire avoir en commun avec celui qui a émis. Et ma valeur, mon crédit, va être fonction du partage. Alors que dans la société de marché, au sens de marché des biens et services et marché du travail, la forme de socialité dominante, c'est l'échange. On échange pour du profit. On négocie et on échange. Alors que dans la société du crédit, on partage et on spécule. Échange, négociation dans un cas, partage, spéculation dans l'autre. Ça veut dire que le crédit, finalement, c'est une expérience qui déporte du côté des autres la confiance ou l'estime que je peux avoir de moi. Ou plus exactement, l'idée, c'est de créer un cercle vertueux entre les deux. Et là, l'affect dominant, ce n'est pas la satisfaction, mais c'est l'estime de soi. Qui amène une forme de satisfaction. Plus exactement, pensez aux questions des addictions, par exemple. Il y a une espèce de renversement entre les deux. C'est-à-dire que l'estime de soi n'est pas la condition de la satisfaction, c'est plutôt qu'on sélectionne ces satisfactions en fonction de l'estime de soi que ça procure. Donc l'objectif, c'est l'optimisation, l'augmentation ou le maintien de l'estime de soi. Et il y a une espèce de jeu de miroir entre le crédit et l'estime de soi. Le crédit que je reçois de l'extérieur va booster mon estime de soi, mais l'estime de soi que je parviendrai à produire va attirer du crédit. Et donc il s'agit de créer ce cercle vertueux, avec évidemment le risque qu'on ait l'inverse, c'est-à-dire un cercle vicieux. Je perds mon estime de soi, je perds le crédit des autres, ce qui m'entraîne dans une spirale négative. On a à la fois une économie différente et une psychologie différente. Mais c'est une forme de socialité qui est, je crois, la socialité qui a été constituée par le capitalisme financiarisé. Donc, pour autant que la société de plateforme et du crédit s'ancre, parce qu'elle est très jeune et donc on ne sait pas si c'est une bulle ou si ça va s'ancrer, mais pour autant qu'elle s'ancre, là, il s'agit de constituer des gens capables de partager. Alors, vous tirez des implications politiques très intéressantes sur la rhétorique populiste. Expliquez-moi. Ce qu'on nous dit à propos du populisme, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a effectivement une espèce de montée des populismes en particulier depuis la crise de 2008, mais déjà bien avant, mais de plus en plus depuis la crise de 2008, et essentiellement des populismes de droite, qui amènent au Brexit, qui amènent à Trump, qui amènent maintenant à Bolsonaro, qui amènent à Salvini en Italie, Orban, etc. etc. On peut multiplier les exemples. Et habituellement, le récit que l'on nous donne de cette espèce d'explosion du populisme, c'est que c'est une réaction malheureuse sans doute, mais néanmoins une réaction contre le capitalisme financiarisé. C'est-à-dire que, en particulier, on insiste sur le fait qu'avec la crise, le système bancaire, une fois que le système bancaire s'est effondré, les gouvernements sont intervenus pour sauver les banques, mais pas pour sauver les victimes des banques. Et que la montée du populisme vient de cette espèce de rage contre le fait qu'on a sauvé les banques, mais qu'on n'a pas sauvé les gens. Moi, je penserais plutôt que c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce populisme d'extrême droite est plutôt une extension de la logique du capitalisme financiarisé. Je veux dire ceci. Dans les années 90, les gouvernements, en particulier les gouvernements dits de troisième voie, Blair, Clinton et autres, promettaient à leurs citoyens, certes, ils ne pouvaient plus leur promettre le plein emploi, qu'ils seraient employés, mais qu'ils allaient booster leur capital humain pour qu'ils deviennent employables. Il s'agissait de majorer l'employabilité des citoyens par des programmes de retour à l'emploi, par des programmes
de formation sur toute la vie, par des réformes de l'éducation qui adapteraient les systèmes éducatifs aux besoins des employeurs, etc., etc. Donc il s'agissait de maximiser l'employabilité des gens. Bon, ça n'a pas très bien marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a plutôt créé de la précarité, mais certainement pas tellement de l'employabilité, en tout cas pour ceux qui étaient les moins bien dotés. Ce qui veut dire que dans les années 2000, on est passé à une autre manière, un autre type de promesse, qui était plutôt fondée sur la consommation que sur le travail, et où il s'agissait de dire aux gens, certes, on ne peut plus vous offrir les services sociaux de jadis et l'État-providence de jadis, mais on peut faciliter votre accès à l'emprunt. Et donc, d'une certaine façon, vous allez pouvoir acquérir des capitaux, que ce soit des capitaux physiques avec l'accès à l'emprunt immobilier, que ce soit des capitaux humains, intellectuels, avec les prêts pour faire des études, ce qui fait que vous allez pouvoir vous valoriser grâce à cette accessibilité du crédit. Bon. Alors ça, c'est un système qui a fonctionné, si on peut dire, jusqu'à 2008. Avec la crise des subprimes, évidemment, ça s'est effondré. Ce qui veut dire que depuis la crise, la question pour les gouvernements, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens ? C'est-à-dire qu'on a effectivement reconstitué le système financier, ce qui veut dire que ceux qui ont un portefeuille immobilier et financier suffisant, de nouveau, leur valeur remonte et tout va très bien pour eux, merci. Mais pour les autres, entre les discrédités dont on essaie de se débarrasser et ceux qui ont un portefeuille suffisant pour être valorisés, il reste une certaine masse de gens et qu'est-ce qu'on peut bien leur offrir ? Et c'est là où les populistes de droite ont réussi à offrir quelque chose, c'est-à-dire ils ont fait de la couleur de peau, de l'autochtonie, de l'adhésion à certaines valeurs traditionnelles. L'idée, c'est qu'on leur promet que ce sera un actif valorisé. Être ou soutenir un homme blanc porteur d'une arme agitant son drapeau, ça devient un actif valorisé. Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, explique ça très bien en disant que quand il était à la business school de Harvard, on lui a appris que ce que les entreprises devaient poursuivre, c'était la shareholder value, c'est-à-dire la valeur actionnariale, la valeur de l'action. Mais dit-il, avec Donald Trump, on a une nouvelle valeur que l'on essaie de développer, c'est la citizenship value, c'est-à-dire la valeur de citoyenneté de la base blanche de Donald Trump. C'est-à-dire que, au fond, les politiques xénophobes, les politiques racistes, sont des politiques de valorisation du capital d'autochtonie, c'était des sociologues français qui avaient développé ce terme, du capital d'autochtonie d'une certaine catégorie de la population, c'est-à-dire cette base à qui on promet et qui est très contente de recevoir cette espèce de valorisation de leur identité blanche, mâle, etc. Et il me semble donc que le succès du populisme de droite doit être vu précisément comme une extension de cette logique de la financiarisation, c'est-à-dire qu'on étend la nature des actifs qui peuvent être inclus dans le portefeuille. Ce n'est plus seulement des biens immobiliers, ce ne sont plus seulement des actifs financiers, ce ne sont plus seulement des compétences professionnelles, ce sont des attributs plus ou moins imaginaires et plus ou moins réels, d'une appartenance profonde à une race, à une certaine manière de voir les relations entre les sexes, à une certaine adhésion à certaines valeurs traditionnelles. Il s'agit de valoriser ça, d'en faire une valeur de portefeuille. C'est-à-dire que le Make America Great Again, ça va finir par payer au niveau des emplois qui vont revenir, des salaires qui vont augmenter, etc. etc. Donc, c'est-à-dire qu'une croyance va avoir des effets dans la réalité. C'est ça. Donc c'est au fond, c'est de produire de l'aimantation. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça ? Je crois qu'il faut entrer dans le jeu. Et c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que des valeurs bien différentes trouvent elles aussi leur pouvoir d'aimantation et leur pouvoir d'attractivité. Et c'est pour ça que m'intéressent des mouvements comme MeToo, m'intéressent des mouvements comme Black Lives Matter, m'intéressent des mouvements comme March for Our Lives, qui sont des mouvements précisément axés sur le crédit. C'est-à-dire qui visent à discréditer un certain type de manière d'être, de manière de vivre, de conduite, et de réaccréditer les gens qui sont négativement affectés par ces conduites. Ce qui veut dire que je dirais que ces mouvements que je viens de citer sont des mouvements spéculatifs.
Donc ce que vous critiquez, c'est pas la logique du crédit, c'est au nom de quoi on crédibilise une existence ou un investissement. Exactement. Le fond de l'affaire, c'est il n'y a rien d'intrinsèquement nocif et néfaste à une société du crédit. La question est de savoir qui a du crédit et pourquoi. Je vais sortir de la pièce, je vous laisse le micro, ajouter ce que vous souhaitez à l'entretien. Oh, je n'ai pas beaucoup à ajouter, si ce n'est que j'espère ne pas avoir été trop ennuyeux. J'espère qu'il ne s'est pas trop vu, que je faisais seulement semblant de penser, mais que très largement, je répétais ce que j'avais déjà pensé ou ce que d'autres avaient déjà pensé et que je ne faisais que répéter en essayant de me l'approprier. Alors, j'espère que ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, ça ne s'est pas trop vu. Merci à Michel Fer pour cette réflexion, j'espère qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus. Musique Charmeuse de serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Sounds Like Portraits, Philippe Ingard. À bientôt.